Bonjour, pendant nos parties, nous sommes souvent confrontés à des moments critiques, des moments où on est devant un choix qui pourrait changer radicalement la physionomie de la position et son équilibre dynamique. Comment réussir à prendre la bonne décision dans ce genre d'instant? Jusqu'à quel point peut-on prendre le risque de se tromper? J'espère vous donner dans cette vidéo quelques éléments de réponse en abordant pour commencer le cas de figure où on est face à un choix tactique. J'ai pris comme exemple une partie que j'ai jouée dans mes jeunes années, quand j'avais 1900 Elo, à l'époque, c'était un classement national. D'emblée, on peut dire que pour avoir une chance de faire le bon choix, il faudra calculer mais aussi évaluer la position de manière correcte. L'évaluation est un critère essentiel dans les variantes qui ne mènent pas aux maths. Elle consiste à identifier, au cours de la visualisation des variantes, qui finit par avoir l'avantage matériel dans chacune d'elles, mais aussi qui a l'initiative au fur et à mesure qu'on avance dans l'arbre d'analyse. Si vous n'êtes pas familier avec les techniques de base de calcul aux échecs, je vous renvoie à une vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Avec les noirs, dans une sicilienne Najdorf, je joue cette position contre un adversaire qui me laisse l'opportunité de gagner un important pion central par B4, qui chasse le cavalier, suivi de cavalier prend E4. C'est une séquence qu'il faut souvent envisager dans cette variante, très tranchante. Je suis sorti de mes connaissances théoriques, et il va falloir que je me fie à mon propre jugement. Ce n'est que plus tard que je vais me rendre compte que cette position est encore largement documentée dans les bases de données. En tout cas, les noirs ont l'occasion de prendre un pion central, et le gagner leur permettrait d'obtenir plus d'espace pour leurs pièces. C'est donc typiquement le genre de moment où ça vaut le coup de s'arrêter pour calculer une séquence avec précision. D'autant plus si on a assez de temps à la pendule pour le faire. Mais il faut avant tout se demander quelle est l'intention des blancs. Il ne s'agit pas de croire qu'ils se sont juste trompés en lâchant le pion E4. Est-ce que les blancs veulent juste jouer avec de la compensation ou menacent-ils de récupérer leur pion avec une pointe tactique? J'ai donc cherché quelle était leur idée tout en gardant en tête que je pouvais tout simplement continuer mon développement de manière classique, par dame C7 par exemple, pour enlever la dame du vis-à-vis avec la tour, suivi de cavalier BD7 et cavalier C5, un moyen standard de se développer, avec pour but de s'en prendre au pion E4. C'est une solution de repli que j'ai gardée en tête avant de me lancer dans mon calcul. Comme ça, si jamais la prise en E4 s'avère trop dangereuse, je reviendrai sur cette variante tranquille. J'ai fini par comprendre où les blancs voulaient en venir, et après beaucoup de temps de réflexion, j'ai commencé à apercevoir des variantes amusantes. Comme mon adversaire venait de jouer avec fougue son dernier coup, qui est grand roc, je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas tout vu, et je me suis lancé avec confiance dans la variante. Nous allons l'explorer pas à pas et je vous ferai réfléchir par moment. Donc, B4, je jette le gant, et après cavalier A4, cavalier prend E4. Je précise que tout ce qui va suivre, il fallait le voir avant de prendre le pion. Quand j'ai visualisé cette position avant de m'embarquer dans la variante, je me suis dit que les blancs n'avaient pas assez de compensation. S'ils n'ont pas de pointe tactique à sortir de leur chapeau, les noirs vont pouvoir continuer tranquillement par D5, ce qui va couper la diagonale de ce fou et le rendre inactif pour un moment. L'idée des blancs ici n'était pas de jouer avec de la compensation, mais de récupérer leur pion avec intérêt par un coup très dangereux en apparence. Ce coup, c'est cavalier prend E6. Il y a cependant une autre ligne que j'ai sous-estimée. J'y reviendrai à la fin car elle sera l'occasion de se pencher sur une question centrale et pourtant rarement abordée parce que très difficile. Pourquoi commettons des erreurs d'évaluation aux échecs? En attendant, regardons ce qui s'est passé dans la partie. Mon adversaire s'est lancé dans cavalier prend E6. Ce sacrifice se veut temporaire. En effet, quand les noirs auront pris le cavalier avec le pion ou avec le fou, les blancs comptent enchaîner par fou B6, qui attaquera la dame et créera en même temps une découverte sur le cavalier. Il semble donc que les blancs vont rétablir l'équilibre matériel avec une meilleure position. Mais mon adversaire n'a pas analysé la position avec assez de profondeur et il n'est pas le seul puisque cavalier prend E6 est de très loin le coup majoritaire dans les bases de données jusqu'à un niveau de 2400 Elo et jusqu'à ces dernières années. C'est pourtant une erreur, mais il n'est pas forcément évident de comprendre pourquoi sans rentrer dans une analyse détaillée. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de calculer dès maintenant comment j'ai contré le projet des blancs. Très au noir, évidemment, donnez-vous 10 bonnes minutes sans toucher les pièces de préférence et essayez de constituer un arbre d'analyse. Attention à toutes les branches, pensez bien à analyser toutes les prises et les menaces possibles des deux camps à chaque fois qu'on avance dans l'arborescence, sans oublier les échecs qui pourraient surgir. Évaluez bien ensuite la fin de chaque branche en essayant de vous arrêter au bon endroit de la variante. Allons-y, et si vous n'avez pas trouvé, je vous proposerai de chercher à nouveau quand nous aurons avancé un petit peu dans les différentes variantes.
Après la prise en E6, les noirs peuvent prendre de deux manières. Ils n'ont pas d'autre coup possible, puisque le cavalier effectue évidemment une fourchette entre tour et dame. Une de ces deux prises, f prend E6, peut être écartée tout de suite parce qu'elle permet aux blancs de réaliser immédiatement leur idée avec fou B6, et le cavalier E4 ne peut plus être sauvé. Les noirs vont devoir jouer un coup comme dame D7, et après dame prend E4, attaquant la tour A8, les blancs obtiendraient une excellente position, d'autant plus que les noirs ne pourraient même pas interposer un fou en B7 à cause du pion E6 qui ne serait pas assez défendu. Les noirs seraient alors obligés de jouer un pauvre coup comme D5, et les blancs pourraient s'en donner à cœur joie. Je vous passe les variantes tactiques, mais même sans ça, leur avantage est énorme. Après cavalier prend E6, la prise critique, c'est donc fou prend E6. Vous allez le voir, c'est très différent par rapport à f prend E6. Dans la partie, les blancs ont enchaîné par l'attaque directe fou B6, mais il y a un autre coup à analyser. C'est une prise, il faut toujours analyser les prises, c'est fou prend E6. On va commencer par fou B6, qui est une grave erreur. Vous allez vite le comprendre. On a pourtant l'impression qu'après fou B6, les blancs vont récupérer leur cavalier. Mais il y a un moyen caché de le protéger indirectement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher comment faire. Pour protéger le cavalier indirectement, il faut créer un vis-à-vis entre notre dame et la case 4, où la dame blanche va forcément atterrir si les blancs veulent équilibrer le rapport matériel. Le bon coup ici, c'est donc dame E8. La colonne E est encore encombrée par les fous, mais ça va être très facile de la dégager. Vous allez voir. Tout d'abord, on a un échec en réserve par fou G5, et on a la prise en B3. En prenant le fou en B3, au passage, on attaquera le cavalier, et c'est le détail qui fait toute la différence. En jouant fou B6 tout à l'heure, les blancs ont créé une découverte. Maintenant, les noirs leur rendent la monnaie de leur pièce. Les blancs ont deux coups dans cette position, le coup de la partie qui est dame prend E4 et une autre prise qui est fou prend E6. Qu'est-ce qu'on doit jouer sur fou prend E6 ? Parce que c'est une prise qu'il ne fallait pas sous-estimer. Il y a plein de possibilités, mais la plus simple, finalement, est basée sur un échec intermédiaire qui finit de dégager la colonne E. C'est fou G5 échec, tout simplement. Parce qu'après roi B1, on va pouvoir reprendre le fou, mais avec la dame. Et celle-ci va protéger notre cavalier. Autrement dit, les noirs vont simplement rester avec leur pièce de plus. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de vérifier les autres variantes à part fou G5 échec. Celle-ci est déjà amplement suffisante. Cela veut dire qu'après dame E8, les blancs ne peuvent plus reculer et sont obligés de récupérer le cavalier. Évidemment, les noirs ne doivent pas se tromper dans l'ordre de coups. Si on veut dégager cette colonne, il faut le faire dans le bon tempo. Si on joue d'abord fou G5 échec, le roi va se mettre en B1 et fou prend B3, qui dégage la colonne, se heurte à dame prend E8. Et même si on joue un échec intermédiaire, on va permettre aux blancs de finir la variante en récupérant un pion avec une excellente position. Donc après dame prend E4, c'est par fou prend B3 qu'il faut commencer. Dans la partie, mon adversaire n'a absolument rien vu et a simplement repris le fou. Ce qui est une gaffe, évidemment. Je pense que vous voyez pourquoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever ce fou pour profiter d'un détail très important. La dame blanche n'est protégée par personne. Dans la partie, j'ai donc joué fou G5 échec et mon adversaire a abandonné sans tarder puisqu'il va tout simplement perdre la dame. On peut dire que mon adversaire a joué la plus mauvaise variante. Il faut revenir sur les autres lignes. Pour commencer, après fou prend B3, les blancs ne sont pas du tout obligés de reprendre le fou. Il y a une autre prise qui est possible. C'est dame prend A8. Il faut toujours analyser toutes les prises possibles. Mais je l'ai dit tout à l'heure, en prenant en B3, on a privé le cavalier de son défenseur et on peut le capturer avec le fou. Bilan des courses, les blancs n'ont gagné que la tour en échange de leurs deux pièces mineures et l'avantage noir est évident. Paire de fou, chance d'attaque sur la colonne C, dame blanche exposée. Un des prochains coups des noirs pourrait être par exemple fou C6. C'est déjà une menace intéressante. Pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse de cette variante par conséquent. Revenons en arrière, on en a fini avec fou B6. Il faut maintenant analyser fou prend E6, qui est la variante critique, puisque c'est la seule qui ne perd pas de matériel pour les blancs.
elle donne l'occasion au noir de placer une grosse contre-attaque. On est obligé de jouer F prend E6, ici. Et après fou B6, il y a quelque chose qui a changé par rapport à la variante précédente. Et on peut en profiter. Je vous laisse mettre pause si vous avez envie de chercher comment on peut réagir ici avec les noirs, sachant qu'évidemment, vous avez compris l'idée des blancs, le prochain coup sera Dame prend E4. Dans cette ligne-là, j'avais prévu de jouer ici aussi Dame E8. Maintenant que le fou B3 s'est échangé en E6, le cavalier A4 n'est plus défendu. Ce qui veut dire qu'après Dame prend E4, les noirs pourraient se venger sur lui, mais là, il fallait quand même évaluer sérieusement la position après Dame prend A8. On peut écarter rapidement, en revanche, Dame prend E6 échec, puisque le fou peut être protégé instantanément par tour F7. Et les blancs ont toujours une pièce de moins. Après Dame prend A4, c'est bien sûr Dame prend A8 qu'il faut se pencher. La séquence est forcée, sinon les blancs seraient juste restés avec une pièce de moins. Il est très important de bien évaluer cette position, et ce qui est difficile, c'est de le faire 6 coups plus tôt avant de prendre le pion E4. Si on se rend compte maintenant seulement qu'on est moins bien, il est trop tard. Alors si on compte simplement le matériel, on pourrait être inquiet pour les noirs, puisqu'ils ont perdu une qualité après cette escarmouche. Mais maintenant, le roi blanc est totalement délaissé en C1. Il manque de défenseurs, et c'est aux noirs de jouer. Ils peuvent donc enchaîner par Dame prend A2. Et là, on se rend compte que la sécurité du roi blanc pose sérieusement problème. Quand j'ai visualisé cette position pendant mes analyses devant l'échiquier, je n'ai pas cherché à aller plus loin car j'ai senti que les noirs devaient être gagnants et qu'il y avait peut-être même un réseau de maths. C'est important de savoir s'arrêter dans les variantes, de ne pas aller trop loin pour ne pas s'embrouiller non plus. Et effectivement, l'analyse après la partie a confirmé mon impression. Les noirs ont une menace sérieuse qui pourrait surgir, par exemple, après un coup comme tour H1, qui a l'air logique. On pourrait commencer par cavalier D7, créant une découverte sur la dame, donc ça gagne un temps. La dame est obligée de rester au contact de ce fou qui est attaqué, donc Dame B7. Et maintenant, fou G5 échec, force fou E3. Dans cette position, les noirs peuvent terminer la partie en jouant tour prend F2, parce que le fou est cloué. Autrement dit, le prochain coup des noirs pourrait bien être Dame A1 mat. Et c'est très très difficile de parer cette menace, étant donné que le cavalier, lui, peut parer les échecs éventuels de la dame sur la 8e rangée. Pour parer cette menace, les blancs sont obligés de jouer un coup comme H4, mais alors on pourrait jouer tout simplement fou F6, et le pion B2 ne peut plus être défendu. Ce qui veut dire que les noirs vont encore récupérer un pion avec l'attaque. Si les blancs essayent de s'interposer en jouant fou D4, c'est pire, puisqu'il y a fou prend D4, tour prend D4, et Dame A1, échec, avec enfilade qui gagne la tour H1. Alors évidemment, ce genre de contre-attaque nécessite pas mal de sang-froid et un calcul précis, mais il est important de faire confiance à son calcul et à son évaluation si on a la sensation de ne rien avoir oublié. Et puis, si on s'est trompé et si on a finalement oublié quelque chose, c'est qu'on doit progresser dans le calcul, tout simplement. Mais ce serait bien pire de ne pas jouer une ligne gagnante en craignant que ça ne gagne pas, et en se rendant compte finalement que c'était la bonne ligne. Par contre, si en effectuant notre calcul préalable, on s'aperçoit que les variantes tactiques ont l'air vraiment compliquées par rapport à nos capacités de visualisation, et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à évaluer correctement les positions issues de telle ou telle variante dans nos calculs, alors il est peut-être plus sage de choisir une solution qui n'est pas tactique. Dans la partie, ça aurait été Dame C7 suivi de cavalier BD7. C'est ce qui m'amène à la dernière partie de la vidéo. Parce que dans mon analyse des possibilités blanches après cavalier prend E4, tout au début, eh bien, il y a une faille. J'ai sous-estimé une autre variante que cavalier prend E6, et cette ligne, c'est cavalier B6. C'est une autre ligne basée sur la découverte. Je l'ai entrevue pendant la partie, mais je l'ai rejetée après une analyse rapide, car je trouvais qu'elle me permettait de simplifier à mon avantage. Cette ligne a des ramifications très compliquées qui nous amèneraient beaucoup trop loin. En plus, vous donner des analyses de modules ici nous éloignerait de notre propos qui est l'analyse humaine d'un amateur qui avait à l'époque 1900 Elo, je vous le rappelle. Donc, je vous montre simplement la branche principale de cavalier B6, celle que j'ai aperçue pendant mes analyses. On est obligé de prendre le cavalier, parce que si on sauve la tour par tour A7, il y a tout simplement cavalier prend C8,
Et après dame prend C8, cavalier prend E6 crée une découverte, mais cette fois sur la tour A7. Et là, on perd bel et bien du matériel. Mais après dame prend B6, je me suis dit que cavalier prend E6 n'était pas grave, puisqu'on avait dame B5, qui force l'échange des dames. Et après dame prend B5 à prend B5, je me suis dit que de toute façon, même si je perdais la tour, ce n'était pas grave, puisque au niveau matériel, j'avais déjà gagné une pièce, et que par conséquent, je me retrouverais avec 2 pièces contre la tour. Ça, c'est vraiment une analyse de surface basée sur le comptage du matériel uniquement. Et ça oublie d'évaluer la position. Regardons concrètement. Maintenant, après cavalier prend F8, il faut déjà parer une menace très dangereuse qui est fou D5. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre tout de suite le cavalier. Ça, je ne l'ai déjà pas vu du tout. Heureusement, dans cette position, on a le temps de parer la menace puisque le cavalier F8 est enfermé. Mais comme ce n'était pas anticipé de ma part, on peut déjà dire que c'est de la chance. Si j'avais été jusqu'à évaluer la position seulement quelques coups plus loin, après par exemple cavalier F6 qui garde la case D5, je me serais rendu compte que les blancs pouvaient récupérer un pion, après cavalier prend H7, et là, ne pouvant pas prendre avec le roi à cause du pion F7 qu'il faut surveiller, les noirs seraient obligés de reprendre avec le cavalier, et cette position est clairement favorable aux blancs. Les noirs ont une très mauvaise structure de pions, tous ces pions sont des cibles, et si j'avais vu ça, peut-être que j'aurais simplement évité de rentrer dans cette variante. Et ça m'amène à un élément essentiel, qui peut être vu comme un facteur de chance dans une certaine mesure. C'est l'ordre dans lequel on envisage les variantes. Pendant la partie, j'ai survolé les deux grandes lignes, cavalier prend E6 et cavalier B6, avant de revenir de manière plus approfondie sur chacune d'elles. Je ne l'ai pas écrit dans mes analyses de l'époque, mais il est probable que dans cette phase d'approfondissement, j'ai commencé par la variante cavalier prend E6. Peut-être que j'ai alors été tellement content d'avoir trouvé l'idée dame E8 sur cette ligne que j'ai survolé en la négligeant la ligne cavalier prend B6 qui m'aurait gâché mon plaisir. Sans parler du temps que j'avais déjà investi à analyser cavalier prend E6. Alors peut-être qu'il y a une sorte de déni à négliger la variante cavalier B6. Ce n'est qu'une hypothèse, mais ce serait une attitude classique chez un amateur. Si j'avais commencé par approfondir cavalier B6, et si j'avais obtenu cette position en visualisation, il est probable que je me serais abstenu de prendre le pion E4 tout au début. Il faut aussi tenir compte d'un autre facteur essentiel qui a aveuglé la plupart des joueurs qui se sont retrouvés devant la position initiale. La prise directe en E6 est tellement tentante, elle a l'air si simple et si directe, et l'idée dame E8 est tellement cachée qu'il est facile de préférer cette variante même si on voit l'alternative cavalier B6. Le dernier facteur est lié au facteur humain, je veux parler de l'impulsivité manifeste de mon adversaire pendant la partie. Il jouait ses coups rapidement, ce qui me montrait qu'il n'avait probablement pas analysé en profondeur la position, et c'est à coup sûr ce qui m'a poussé à chercher à le punir, parce qu'à vrai dire, son attitude de blitzer m'agaçait. Un tout dernier mot avant de finir cette vidéo en forme de conseil. Il serait vraiment bénéfique pour chaque joueur d'écrire à chaud après la partie quels ont été les cheminements intellectuels mais aussi émotionnels qui nous ont amenés à opérer tel ou tel choix. Ce serait tellement bénéfique de commencer par cette analyse-là au lieu de demander à l'oracle Stockfish, aussitôt la partie finie, où était la vérité et ce qu'on a raté. Pour progresser et faire peu à peu moins d'erreurs, il faut aussi apprendre à bien se connaître, à bien connaître les situations dans lesquelles on se trompe, à bien savoir comment on réfléchit et quelles sont nos erreurs de réflexion, et c'est en cela que les échecs ressemblent finalement à la vie. C'est mon opinion, en tout cas, il est très difficile de faire ça soi-même sans l'aide d'un entraîneur ou d'un coach. Savoir comment on réfléchit, ça demande en effet un certain recul. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.